Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de notre série et aujourd'hui on va voir la liberté. Et après, vous serez libre de réviser. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, je rappelle, et c'est le seul repère philosophique qu'on verra aujourd'hui, je le rappelle, c'est obligation contrainte. On l'a vu au premier épisode et c'est bien aussi de terminer par ce même repère philosophique, car c'est le repère philosophique le plus important de l'année et vous le retrouvez quasiment à chaque question au bac. Donc l'obligation, c'est une limite imposée à notre volonté. Peut passer à travers le choix de cette limite et se dire oui, je m'en fous en fait. Par exemple, la morale. On peut se dire oui, je peux être amoral si je veux, même si bon, c'est une sorte de limite quand même qu'on s'impose. Alors que la contrainte, c'est une limite qui est imposée à notre pouvoir. Nous n'avons pas le choix ou la capacité de passer à travers cette limite. On va pas pouvoir dire moi je veux plus respecter la gravité parce qu'en fait, si on fait ça, on tombe par terre et on finit à l'hôpital. Voilà. Donc ce chapitre est en forte relation avec le chapitre d'avant sur l'État, donc je vous conseille de regarder cela. Mais donc nous allons voir la définition de démocratie. Parce que la démocratie, on retrouve un régime où on est libre finalement. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple, selon les Grecs. Et donc, on a également le pouvoir, tant qu'à faire, puisqu'on retrouve le pouvoir ici. Donc, attention, il y a le pouvoir, la capacité, il y a le pouvoir du règne, comme on a vu dans la démocratie. Mais on a aussi le pouvoir en fait, le mot pouvoir. Donc, par exemple, un dérivé, c'est peut. Peut-on être libre? Eh ben, le mot pouvoir, il a un double sens philosophique. C'est à la fois une capacité, mais aussi une permission. Ça peut être les deux ou ça peut être un seul des deux. Puis on peut également parler de l'universalisme. Donc, c'est le fondement et le socle moral qui permet à chaque peuple de disposer d'eux-mêmes. L'autoritarisme, qui est faire valoir son autorité par l'usage de la force ou de la violence, ou même encore de la contrainte. On retombe sur notre repère philosophique contrainte-obligation. Désobéir, c'est en philosophie, c'est un mot assez important en philosophie, on va plutôt parler de désobéissance civile. En fait, on conteste l'autorité de l'État en devenant un hors-la-loi. Bon, ça c'est en ne comptant pas les révolutions, parce que tout le monde est un peu hors-la-loi dans les révolutions. On désobéit par exemple en manifestant avec des actions symboliques ou en faisant simplement de l'inaction. On va dire, un policier qui veut désobéir, il ne va pas attraper le bandit, puisque en fait il va juste rien faire. Puis nous avons le principe de conservation, qui est un droit fondamental à l'intégrité physique. En fait, aujourd'hui on appelle ça de la légitime défense. C'est en référence à notre chapitre qu'on a vu juste la dernière fois, c'est-à-dire sur l'État. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse regarder la vidéo. Puis on a souffrir. Donc souffrir, on va se dire oui c'est la souffrance, mais on a en fait une utilisation en vieux français qui est supporter aussi. Donc peut-on souffrir du mal-être? Peut-on en gros supporter du mal-être? Hébéter, c'est rendre quelqu'un bête. C'est une action qui enlève la liberté de penser. Et s'affranchir, c'est se libérer de contraintes. Maintenant, quelques citations. Donc on commence par Jean-Paul Sartre, ces deux citations. Jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation, dans lequel il parle ici de l'occupation allemande de 1940 à 1944 en France. Mais en même temps, cette citation elle est assez explicite, mais en même temps, elle est assez violente. Sachant qu'en plus, il ose dire cela, sachant que lui aussi, il a obéi au régime finalement. Il dénonce l'inaction ou l'égoïsme des hommes, alors que lui aussi a été partisan de l'inaction. Puis on a également l'homme est condamné à être libre, qui est contradictoire parce que cela voudrait dire qu'on n'est pas le choix d'avoir le choix. Selon Sartre, il n'y a pas de nature humaine préétablie. L'homme sans Dieu est laissé seul et il doit faire face à ce qu'il fait, à tous les choix qui se présentent à lui. L'homme est existentiellement libre et il est condamné à faire usage de son libre arbitre, qui est moteur de sa propre vie. Nous sommes donc pleinement responsables de ce que nous sommes. Puis on enchaîne avec Spinoza qui a dit « La fin de l'État est donc la liberté », qui veut dire en soi « La fin de l'État est donc celle de la liberté ». On aurait tendance à penser que l'État est liberticide à cause des lois.
Or, selon Spinoza, l'État est la liberté, car c'est la fin, le but. Spinoza veut s'émanciper de la crainte, c'est le but de l'État en fait. L'État a pour but le premier la sécurité, ce qui garantit là une certaine forme de liberté. Et enfin, on termine par une citation de Tocqueville, qui est assez ironique. Car quoi de plus excusable que la violence pour faire triompher la cause opprimée du droit? Ici, il critique la démocratie en elle-même, pas l'idée qu'elle propose. C'est une citation qu'on retrouve dans son essai de la démocratie en Amérique. Et pour lui, la démocratie pose un problème, la cause opprimée du droit, et est une forme de relativisme moral. En se sentant opprimé, le peuple utilise la violence pour se défendre. C'est ce que... mais en fait, ici, il parle surtout des États-Unis, mais pas que. Il parle aussi un peu de nous. On a une grande référence philosophique, ici, pour la liberté, qui est un peu aussi liée à l'État. C'est V pour Vendetta. Alors, V pour Vendetta, c'est un film de super-héros, assez classique, qui date un peu. Et il est connu notamment pour surtout son masque d'Anonymous, que vous voyez juste ici. En fait, c'est le méchant ou le gentil, on ne sait pas trop, c'est Vendetta, quoi. Donc c'est un film qui parle d'un Londres dystopique où un gouvernement autoritaire fasciste règne. On suit Evie, qui est juste en dessous ici, qui est une journaliste qui sort le soir et rencontre la milice politique pendant le couvre-feu. Cette milice va la tabasser et la violer. C'est alors que apparaît V. C'est le gars avec le masque d'anonymat que j'ai montré juste au-dessus. C'est un super-héros. Et il fout une chassée aux policiers. V, lui, c'est un anarchiste. Il veut la destruction de l'État par tous les moyens, notamment avec le terrorisme. Evie se met avec V, mais on va se demander, est-ce que Evie est plus libre avant ou après avoir rencontré V, puisque V est quand même assez violent. En fait, elle était plus libre avant, puisqu'elle, en plus de ne pas être libre à cause de V, elle n'était pas considérée comme une terroriste avant. Maintenant, elle est considérée comme une terroriste. Mais maintenant, V va tester Evie. Il la torture en lui faisant croire qu'elle a été prise par les services secrets. Et du coup, maintenant, en fait, on va découvrir qu'elle n'est jamais libre jusqu'à la fin. C'est-à-dire, bon, j'ai spoilé un peu, jusqu'à ce que V meure. Elle vit constamment dans la crainte de l'État et de V. Mais du coup, quelle est la différence entre Evie et V? Et bien, on remarque que l'un est contraint et l'autre est obligé. On va voir que du coup, Evie est soumise par la contrainte, donc c'est elle qui est contrainte, et Vendetta, lui, va simplement être obligé. Il ne va simplement ne pas obéir, puisque l'obéissance provient d'un choix libre de reconnaître une autorité. Donc une autorité légitime suppose donc une obligation. Et donc on voit la différence entre contrainte et obligation, encore notre repère philosophique. Maintenant, le texte de Locke, publié en 1690, le second traité du gouvernement, dans lequel il nous dit que la propriété fait partie de l'état de nature. Même si tout appartient à tout le monde, pour cela je vous laisse regarder la dernière vidéo, pour Locke, l'idée d'État garantit une propriété, de manière rationnelle. Il pense que le droit de propriété est un droit naturel. Pour Locke, le communisme est un retour à l'état de nature. Par exemple, au début du 19e siècle, la conquête de l'Ouest a été faite par des prisonniers européens, envoyés en Amérique de force. L'Ouest américain était en état de nature lockéen. Or, lorsque les industriels se sont installés et sont venus avec un papier d'un acte de propriété, eh ben, on est passé à quelque chose de plus fermé. On n'est plus dans un état de nature, mais dans la société. Le passage des pionniers aux industriels est le passage du droit naturel au droit positif. Et puis, on a également le texte « Principe relatif à la Constitution et en particulier la Constitution du gouvernement de la France » de Benjamin Constant, dans lequel il nous dit qu'on a le droit, qu'on doit la paix sociale, même s'il faut concéder une partie de notre liberté pour cela. Par exemple, Dieu va demander à Abraham de sacrifier son fils. Abraham va obéir, mais Dieu va retenir son acte. Pour Constant, on doit désobéir à certaines lois, celles qui foulent au pied l'intérêt de l'humanité, et les principes d'éternel de pitié et de justice. Au moment où on se retourne contre notre famille, où on fait mal à notre humanité, en quelque sorte, on doit ne pas obéir à ces lois. Les lois qui poussent à la trahison contre nos amis et notre famille ne sont pas légitimes, donc. Spinoza, dans Traité théologico-politique, dit que les croyants libres sont émancipés de la crainte.
Un sujet n'est libre que s'il est émancipé de la crainte de l'État et des autres. Cela se fait par l'établissement de la loi rationnelle du citoyen. Et nous avons également l'exemple de de l'essai de la démocratie en Amérique, que j'en ai parlé tout à l'heure, de Alexis de Tocqueville, dans lequel il parle de la tyrannie de la majorité. La tyrannie de la majorité, c'est un effet social. Dans toute démocratie, il y a une pensée majoritaire qui va écraser les autres. Ceux qui sont une pensée un peu divergente vont se sentir un peu exclus parce qu'ils ne sont pas censés penser comme ils pensent pas comme tous les autres et du coup ils se sentent du coup écrasés. C'est une violence morale qui touche oui, donc c'est une violence morale qui touche la personne qui pense autrement. Ainsi, oser prendre la parole pour une pensée différente nécessite un courage immense. En somme, la liberté d'expression va détruire la liberté d'expression. Et enfin, on a deux points de vue pour les guerres, puisque les guerres... On a deux points de vue pour les guerres, on a le point de vue de Marx et le point de vue d'Hegel. Donc le point de vue de Marx, c'est que Marx pense que la guerre est une lutte des classes et qu'elle est voulue par la bourgeoisie et qu'elles sont cycliques. Alors que pour Hegel, les grands hommes, ceux qui ont l'esprit, avec de l'esprit et qui ont une force de raison et de liberté, décident de mener les guerres. Voilà, maintenant on passe à un petit quiz et on aura fini notre série. Quel philosophe affirme que l'homme est condamné à être libre? Il s'agissait de Jean-Paul Sartre. Qu'est-ce que l'universalisme? Un socle moral, il est imposé par la violence, il permet à chaque peuple de disposer d'eux-mêmes ou c'est une démocratie? Donc l'universalisme c'est un socle moral et il permet à chaque peuple de disposer d'eux-mêmes. Il est parfois imposé par la violence, mais ce n'est pas tout le temps, donc j'ai préféré ne pas le mettre. Quelle est la forme d'organisation politique fondée sur le pouvoir du peuple? Il s'agissait de la démocratie. Logique. Dans quelle de ces situations le principe de conservation est-il respecté et donc légitime? Riposter à une gifle par un tir d'arme à feu, pousser quelqu'un qui vous attaque au couteau pour lui faire lâcher prise, poursuivre l'agresseur après qu'il ait pris la fuite et le frapper pour se venger, et tirer en l'air pour faire fuir un cambrioleur. Donc là, le seul légitime, c'est pousser quelqu'un qui vous attaque au couteau pour lui faire lâcher prise. Puisque là, c'est une arme blanche, donc pas légale, pas très légitime non plus. Là, ça pourrait mais c'est limite. Et poursuivre un agresseur, là, c'est pas possible non plus parce tu le frappes carrément pour se venger alors qu'il court, quoi. Donc c'est pas légitime non plus. Quel effet social rend la démocratie illégitime, selon Tocqueville? Donc là, j'en ai parlé, c'est la dernière référence philosophique, et il s'agissait de la tyrannie de la majorité. Voilà, merci de regarder cette série, parce que maintenant on a fini avec cette série. J'espère que votre bac se passera bien, vous avez normalement assez de temps pour réviser, je vous ai laissé 2-3 mois. Révisez bien, c'est en quelque sorte les grands axes que vous devez connaître, même s'il y a encore si vous pouvez apprendre un peu plus, vous pouvez. Mais le plus important, c'est également la méthodologie. Donc je vous conseille d'aller voir mes vidéos de méthodologie aussi. Et si vous voulez réviser l'ensemble des définitions, dans la description, j'ai laissé le lien vers mon site dans lequel il y a une base de données avec toutes les citations, toutes les définitions et toutes les références philosophiques centralisées, pas forcément que chaque vidéo, mais toutes les vidéos. Et donc si vous voulez aller réviser tout cela, ça se trouve dans la description. Voilà, merci de regarder cette vidéo et cette série. Bonne chance pour le bac, à la prochaine, à plus!